Venons-en, si vous le voulez bien, à la réindustrialisation. Si l'on regarde les investissements industriels mondiaux, il faut reconnaître, je ne l'apprends à personne ici, évidemment, que l'Europe est à la peine. Loin devant, il y a l'Asie, il y a les États-Unis. Alors, comment convaincre, y compris les Européens peut-être, d'installer des usines en Europe? Quelle réponse Bruxelles doit-elle mettre en place pour financer sa réindustrialisation? J'ai entendu parler d'IRA tout à l'heure, de modèles américains, de technologies vertes. C'est à vous, Marie Toussaint, pour 2 minutes. Merci de cette question. Et c'est vrai que la Chine a investi 1000 milliards dans la relance de son économie, quand l'IRA, c'est pour l'instant un peu moins de 400 milliards, mais si on écoute Joe Biden, et s'il reste au pouvoir évidemment, ce serait aussi 1000 milliards dans la décennie. Et donc face à ça, qu'a fait l'Europe? Elle a fait un plan de relance dont on ne sait pas bien comment il a été financé, et surtout sans conditionnalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on remet l'économie dans les limites planétaires et comment est-ce qu'on fait face à ce nouveau régime climatique. Donc on a besoin de cette conditionnalité et on a besoin d'investissement. Pour la seule décarbonation, les besoins, c'est 360 milliards d'euros d'investissement par an. Seulement pour la décarbonation, pas pour la relocalisation, ni pour répondre aux défis des autres limites planétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur ces 360 milliards par an, eh bien, on a besoin de 260 milliards d'euros par an publics, pour faire un effet levier. Et les 100 milliards restants seront privés. Alors je vous remercie d'avoir chiffré ce que vous considériez comme étant des besoins avec votre fonds à 200 milliards. Je crois que parmi mes partenaires ici sur ce plateau, personne n'a fait cet effort de chiffrage. Moi, je vous ai donné un chiffre sur la décarbonation et évidemment, il faut aller chercher ces fonds quelque part. Eh bien, moi, je vais vous dire, la première des choses, c'est d'assouplir les règles du pacte de stabilité pour pouvoir permettre d'investir dans l'avenir. C'est l'inverse de l'orthodoxie budgétaire que la majorité politique est en train de remettre sur la table. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'un nouvel emprunt européen commun. Et il faut que ce soit moitié-moitié. Moitié les États membres, moitié l'Union européenne, avec un emprunt commun de 130 milliards d'euros par an. La troisième chose, c'est qu'on a besoin de nouvelles ressources au niveau européen. Et on a plein de pistes. La taxe sur les transactions financières, l'exonération, la fin des exonérations fiscales lorsqu'elles détruisent la planète, ou encore un ISF climatique qui nous permettrait de ramener 200 milliards d'euros par an sur la table, justement pour investir dans la transition et soutenir les acteurs. Et je finirai en disant que je sais que vous mettez sur la table l'union des marchés de capitaux. Et vous avez raison, et il faut y aller, mais j'ai envie de dire qu'il faut quand même que ce soit conditionné et qu'on investisse justement dans ces activités vertueuses et qui font du bien à la planète. Merci beaucoup, Marie Toussaint. Manon Bry, c'est à vous. L'enjeu, il est assez clair. On ne peut plus avoir l'Union européenne comme une forme d'idiot utile de la mondialisation. Tout le monde, toutes les économies, financent les entreprises, les aident à se structurer. Et vous avez raison de comparer le cadre européen avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, aux États-Unis, où on a un investissement massif d'argent public, dont on pourrait discuter des modalités pratiques. Mais en face, que fait l'Union européenne? Et que fait l'Union européenne pour aider ces industries? Moi, je vois un paradoxe majeur, puisqu'il était question d'énergie renouvelable à l'instant. L'Union européenne se fixe un objectif de développement des énergies renouvelables de plus de 40%. Et combien de panneaux photovoltaïques nous produisons dans l'Union européenne? Quasiment rien, à peine 3%. Et que fait la France, que fait l'Union européenne pour sauver l'usine Systovi dont il était question, mais il y en a une deuxième, Photowatt? On n'a que 2 entreprises de production de panneaux solaires en France. Elles sont toutes les 2 en train de couler. Et on importe massivement des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Voilà pour moi un exemple qui est ultra symptomatique de la nécessité d'utiliser l'argent public pour sauver des industries qui servent précisément l'économie des besoins que je mentionnais au début. Et donc, pour moi, il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut un grand plan de relance qui assume aussi des conditionnalités écologiques et sociales pour sauver notre économie européenne via l'assouplissement des règles sur les aides d'État. Deuxième levier, c'est le levier budgétaire, où on peut agir à la fois sur notre capacité d'investissement, et là aussi, pardon, mais les nouvelles règles budgétaires qui sont promues des socialistes jusqu'à la droite, c'est une folie. C'est une folie parce que ça va empêcher les États à investir massivement. Et enfin,
il faudra davantage et de nouvelles ressources propres, faute de quoi on va demander aux États de rembourser déjà le dernier emprunt et des ressources propres. Il y a plein de leviers différents, mais je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Merci beaucoup Manon Aubry. Jordan Bardella, quelle réponse Bruxelles doit-elle mettre en place pour financer sa réindustrialisation ? Bon, d'abord, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'esprit de puissance et de croissance sans renouer avec une ambition industrielle qui soit une ambition industrielle forte. Je citerai, dans les 1 minute 44 que j'ai, trois grandes ambitions. La première, c'est, je crois, la nécessité de refaire de la France un paradis énergétique. C'est-à-dire de refaire d'une énergie pas chère, décarbonée, l'un des grands atouts de la compétitivité française. Pour cela, ça nécessite évidemment de renouer avec des investissements dans les infrastructures nucléaires, d'une part, toutes générations confondues, et d'autre part, de renouer avec un prix français de l'électricité qui corresponde au coût de production historique de l'énergie nucléaire en France. Ce qui sous-entend de sortir non pas des échanges d'énergie que nous avons avec nos voisins, qui sont liés aux interconnexions physiques que nous avons avec eux, mais bien aux règles de fixation des prix au niveau européen, qui font que la France est spoilée d'un atout qu'est le nucléaire, qui devrait nous garantir une énergie pas chère. Deuxièmement, nous avons besoin pour nos entreprises d'une fiscalité de croissance. Je crois profondément qu'il faut poursuivre le réalignement compétitif qui a été engagé depuis maintenant plusieurs années, qui connaît un ralentissement avec l'étalement de la CVAE, par la baisse des impôts de production. Je suis favorable à la suppression de la CFE et de la C3S. Pourquoi ? Les impôts de production sont des impôts injustes. Ce sont des impôts qui pèsent sur le haut du compte d'exploitation et qui ne prennent pas en compte, bien souvent, la santé économique de nos entreprises, à la différence de l'impôt sur les sociétés. Donc, je pense qu'il faut continuer la baisse des impôts de production. Et troisièmement, il faut des fonds. Ça a été évoqué avec l'IRA. Moi, je crois à la nécessité de constituer un fonds souverain français. Pardon, c'est mon côté chauvin. Mais les Français ont l'un des taux d'épargne les plus importants de l'OCDE. Cette épargne, il dort. Et nous souhaitons, pour les Français qui le souhaitent évidemment, que cet argent puisse être fléché vers l'économie réelle, vers le financement de la réindustrialisation, de nos structures nucléaires, de nos grands projets, de la tech et évidemment des projets d'avenir. Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy, c'est à vous. En fait, ce sujet du financement, il est assez symptomatique du clivage qui existe encore dans la vie politique. Le clivage droite-gauche, il existe. Il y a quelques jours, on débattait du même sujet devant une organisation qui travaille sur le climat et tous les candidats qui étaient présents se sont tous prononcés pour créer de nouvelles dettes et de nouveaux impôts. Moi, je ne crois pas du tout que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Je pense exactement l'inverse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, je n'ai pas souscrit à ce plan de relance qui consistait seulement à créer un nouvel emprunt. S'il suffisait de s'endetter pour pouvoir protéger l'environnement, la France serait un paradis écologique. En réalité, on est juste un enfer fiscal. Et on voit bien que le vrai sujet, le vrai danger, c'est pas les règles budgétaires européennes. Le vrai danger, c'est que notre État est en faillite. Et ça, Bruxelles ou pas, de toute façon, c'est le problème devant lequel on est. Je sais que le président de la République considère que la dépense publique n'est pas excessive en France. Moi, je crois qu'elle l'est. Et je pense que c'est pas en dépensant plus d'argent public qu'on va réussir à protéger l'environnement. Alors, comment on fait pour s'en sortir ? Eh bien, l'exact inverse. On sort de cette spirale de la dette qui menace nos économies, qui prive nos États de leur capacité d'investir. On sort de cette spirale de la fiscalité qui asphyxie nos entreprises et qui les empêche d'investir et de se préparer à l'avenir. Et on fait en sorte de mobiliser le vrai levier qui est aujourd'hui dans nos mains. Ce levier, c'est celui, effectivement, de l'épargne, pas seulement des Français, mais des Européens. En Europe, vous avez aujourd'hui 28 000 milliards d'euros d'épargne. La différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que 20% de cette épargne est dirigée vers l'économie. Aux États-Unis, c'est 35%. Si on arrivait à combler le delta, ça ferait 7 000 milliards d'euros d'épargne disponibles. Et donc, il faut reconstruire nos propositions d'épargne, nos produits d'épargne, pour faire en sorte qu'elles puissent être investies dans l'investissement des entreprises, dans l'avenir des entreprises. On a aujourd'hui trop d'entreprises qui n'arrivent pas à se préparer à l'avenir. Et au fond, le grand sujet, c'est est-ce qu'on refuse le changement silencieux du modèle économique qu'on est en train de nous imposer. Vous êtes chef d'entreprise, normalement, votre métier, c'est de réussir à convaincre des clients et à gérer vos fournisseurs. Aujourd'hui, votre métier, c'est de gérer la complexité normative et de chercher des subventions. Eh bien, c'est pas ça l'économie libre à laquelle on aspire et il faut rompre avec cette espèce de
transformation silencieuse de notre modèle de société, de notre modèle de liberté. C'est comme ça qu'on retrouvera notre prospérité. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Raphaël Glucksmann. Alors vous avez compris qu'on est tous en quête de notre Inflation Reduction Act européen. Mais moi, je voudrais préciser que la version européenne sera différente quand même de la version américaine. Parce qu'il y a tout un aspect qui est zappé, et ça s'explique par la mentalité américaine et le rapport à l'énergie propre aux États-Unis, c'est l'aspect sobriété et économie d'énergie. Et donc les investissements qui devront être faits en Europe toucheront aussi à la question qui n'a pas été évoquée encore, qui est celle de la sobriété, qui peut être une filière économique rentable. Et ça, si on a l'occasion, on pourra en reparler. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut des investissements massifs. Alors oui, ce qu'on a fait face à la pandémie, on doit être capable de le faire face à la perspective de l'effondrement climatique, c'est-à-dire la mutualisation des dettes et un emprunt commun à l'échelle européenne. Un fonds souverain européen d'investissement, mais tout cela ne suffira pas. Il faut assouplir sur les aides d'État, et il y a une proposition d'Enrico Letta qui est extrêmement intéressante. Parce que si vous faites beaucoup d'aides d'État, en réalité, ce qui se produit, c'est que la France et l'Allemagne vont ratiboiser l'ensemble de l'Europe grâce à leur capacité budgétaire propre. Et donc, ce que Enrico Letta propose, c'est oui aux aides d'État, et à chaque fois, on met 10% au pot commun pour financer des ressources propres et des investissements réellement européens. Ensuite, il faut des ressources propres. Et là, c'est le moment où vous allez sortir les sifflets, mais il va falloir que nous allions prendre l'argent à l'échelle européenne, là où il se trouve, et notamment, c'est pour ça que nous proposons, avec ma collègue eurodéputée Place Publique, Aurore Lalucq, depuis des mois, une initiative citoyenne européenne pour avoir un impôt sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen. Je ne parle pas là des pêcheurs de l'île de Ré qui ont hérité de leur maison, qui touchent le SMIC et qui sont assujettis à l'ISF. Je parle des multimillionnaires, je tiens à le préciser, peut-être y en a-t-il dans la salle, des multimillionnaires et des milliardaires qui aujourd'hui ont un taux d'imposition sur leur patrimoine infiniment trop bas. Selon Gabriel Zucman, excellent fiscaliste, ça pourrait rapporter jusqu'à 200 milliards par an. Et je tiens à vous dire une chose, à l'origine de cette initiative citoyenne européenne, il y a des multimillionnaires qui, bon, pas vraiment des milliardaires quoique, qui veulent payer leur juste part à cette transition et faire preuve de solidarité. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Valérie Hayé, c'est à vous pour 2 minutes. Merci. Alors moi, au Parlement européen, ça fait plus de 2 ans et demi que je me bats pour qu'on crée un fonds de souveraineté européenne. Et il se trouve qu'il a fallu qu'on attende l'IRA américain, ce choc politique économique, cette prise de conscience majeure que nos partenaires américains étaient finalement pas nos plus grands alliés et nos amis. Et c'est seulement après l'IRA américain que la Commission européenne a enfin proposé un fonds de souveraineté. Ça, c'était l'engagement politique. La montagne a accouché d'une souris. Le fonds de souveraineté s'est transformé en STEP, un petit truc de 1,5 milliard d'euros. Et évidemment, le compte n'y est pas si on veut véritablement et sérieusement accompagner la réindustrialisation de nos économies. Néanmoins, on a quand même fait du chemin. J'ai tenu la plume pour porter la position du Parlement européen en réponse à l'IRA. Et sur la question du financement, il y a 2 axes qui sont majeurs et qu'on a commencé à mettre en œuvre. Le premier, c'est l'assouplissement du cadre des aides d'État. On l'a déjà fait. Ça s'est traduit très concrètement, notamment en France, 3 milliards d'euros pour installer une usine de semi-conducteurs en Isère. Néanmoins, ça ne suffit pas parce qu'il faut qu'on puisse avoir une approche européenne et puis davantage de financement. Et donc, oui, il faut avancer sur un fonds de souveraineté qu'on pourra financer en partie par un nouvel emprunt en commun, un acte au nouveau de solidarité, et puis, évidemment, en allant chercher de nouvelles ressources propres. Sur cet angle-là, vraiment sur l'angle budgétaire, financier, c'est un changement de logiciel qu'il faut engager pour soutenir notre réindustrialisation. Et puis évidemment, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faut l'adosser, adosser ces aides à une préférence européenne dans les marchés publics. Il faut conditionner le versement de ces aides à une production locale en Europe et en France. En Europe, évidemment, dans cette perspective européenne, c'est la condition sine qua non. Les États-Unis, la Chine le font. Assumons de le faire, évidemment, pour réindustrialiser chez nous. Et puis un dernier point qui est majeur et qui a créé aussi cette perte de compétitivité, c'est la réforme du marché de l'énergie. Alors j'entends ici autour de cette table certains dire il faut sortir du marché européen de l'énergie, puis non, il faut le réformer, puis il faut en sortir, puis en fait il faut en sortir sans en sortir. Enfin, non,
on a assumé de le réformer et clairement, la réforme qu'on a engagée sur le marché de l'énergie, c'est un gage de compétitivité et un élément majeur pour la réindustrialisation de l'Europe. Merci Valérie Hayé. C'est à vous Marion Maréchal. Dernière prise de parole sur ce sujet. Oui, on parle de politique industrielle de l'Union européenne. Mais moi, ce que je demande à l'Union européenne, c'est déjà de ne pas commencer par saborder notre industrie. Et j'y reviens sur ce sujet de, par exemple, très symbolique, mais dramatique, de l'interdiction donc, de fabrication de voitures thermiques à partir de 2035. Donc on a là l'exemple d'une décision, une fois de plus, je le rappelle, sans aucune étude d'impact, qui va aboutir à sacrifier une industrie sur laquelle l'Europe est en pointe pour favoriser une industrie chinoise qui, elle, a 10 ans d'avance dans le domaine. On va remplacer une dépendance pétrolière par une dépendance minière qui n'est pas moins critique, loin de là, et qui va encore s'aggraver d'ailleurs dans le temps avec la gestion des flux des stocks. Je ne vous parle même pas évidemment des conditions écologiques dans lesquelles ces voitures sont fabriquées et des conditions sociales d'ailleurs dans lesquelles les minerais sont extraits des pays d'où on importe. On se lance dans ce genre d'initiative sans réfléchir aux conditions notamment de financement et d'installation de toutes les infrastructures qui sont nécessaires à la recharge de l'ensemble d'un parc automobile électrifié. Donc moi, je vous le dis, je pense qu'une fois de plus, on se trompe à la Commission à vouloir s'enfermer dans ce logiciel vert idéologue qui aboutit non seulement à ce genre de décision dramatique, mais également au fameux tsunami de normes dont on parlait tout à l'heure à travers le pacte vert, qui se décline d'ailleurs aussi au niveau national. On se souvient par exemple de la loi zéro artificialisation nette qui aboutit à ce qu'il y ait aujourd'hui des industries qui n'aient plus suffisamment de foncier pour pouvoir s'installer ou se développer et qui donc sont contraintes à la délocalisation. Donc oui, face à cela, que devrait faire l'Union européenne ? Eh bien, c'est en effet assouplir bien davantage que ce qui est fait aujourd'hui les aides d'État dans les secteurs stratégiques et industriels. C'est des crédits européens qui doivent être réservés prioritairement, évidemment, aux achats européens et pas seulement en matière de défense. C'est en effet la possibilité de la préférence communautaire et nationale dans l'accès au marché public, et c'est en effet une politique énergétique cohérente avec les besoins de l'industrie, parce que ce n'est pas en nous jetant vers le tout renouvelable que nous serons en capacité de produire à la mesure des besoins industriels, sauf à ouvrir des centrales à charbon, et je crois que c'est ce que personne ne souhaite évidemment ici. Merci beaucoup à tous.